Le garçon fut surpris de découvrir que l'université qu'il avait créée sur un coup de tête, de toutes pièces, avait attiré des centaines d'étudiants. Pour Bartleby, cela représentait non seulement un désastre inattendu, mais aussi un véritable dilemme moral. Les frais de scolarité payés par ses étudiants s'élevaient à plusieurs millions. Face à cette somme colossale, ses amis lui conseillèrent de prendre l'argent et de fuir, mais la conscience de Bartleby l'en empêchait. Il décida alors de rassembler tous les étudiants pour leur révéler la vérité. Cependant, alors qu'il se préparait à tout avouer, un étudiant se leva et exprima sa profonde gratitude, bouleversant tout le monde. Ce qui devait être une annonce de dissolution se transforma en un discours passionné. Tout cela avait commencé quelques jours plus tôt, lorsque Bartleby reçut une lettre d'admission universitaire. Beaucoup de ses camarades avaient été acceptés dans leurs universités rêvées, mais lui n'avait été admis nulle part. Ce jour-là, dans un coup de tête, il se dit, si je ne peux pas entrer à l'université, pourquoi ne pas en créer une moi-même? Il plaça la lettre dans une photocopieuse, retira le logo de l'université, modifia les couleurs et y inscrivit le nom de son université fictive. Après quelques modifications rapides, il avait créé un faux diplôme d'admission. Mais une simple feuille de papier ne suffisait pas à convaincre son père, qui accordait une grande importance à ce que son fils aille à l'université, croyant fermement que c'était la clé du succès et du bonheur. Il mit une pression énorme sur Bartleby et l'avertit qu'il devait absolument être admis. C'est alors que Bartleby, désespéré, se résigna à mentir et à fabriquer une fausse lettre d'admission. Pour rendre ce mensonge plus crédible, il fit appel à un ami doué en programmation pour créer un site internet fictif de l'université. Ainsi, il pourrait prétendre ignorer toute cette histoire et attendre tranquillement que son père lui remette cette fausse lettre, avant de la lire solennellement. À ce moment-là, les yeux de sa mère brillaient de joie et, émue, elle l'enlaça chaleureusement. Cependant, dans cette ambiance agréable, le regard de son père laissait entrevoir un doute. C'est alors que Bartleby sortit habilement le site créé par son ami, dissipant ainsi les inquiétudes de son père. Ce dernier, convaincu qu'il s'agissait d'une université sérieuse, lui remit le lendemain un chèque couvrant l'intégralité des frais de scolarité du premier semestre. Avant de partir, il annonça une surprise, le jour de la rentrée, la famille entière accompagnerait Bartleby à l'université. Bartleby se rendit alors compte qu'il était dans un piège sans issue. Il convoqua ses amis et ensemble, ils cherchaient un lieu où ils pourraient temporairement faire passer leur établissement pour cette fameuse université. Mais, même Red, le seul véritable étudiant admis, n'avait aucune idée de comment procéder. Alors que tout le monde était à court d'idées, une fille proposa une solution audacieuse, elle les conduisit à un ancien asile abandonné. La poussière du temps recouvrait chaque recoin de ce bâtiment solitaire, comme s'il attendait leur arrivée. Lorsqu'ils poussèrent la porte, ils découvrirent un lieu en ruine, nécessitant d'importants travaux. Bartleby roula ses manches et se prépara à réparer le plafond délabré. Mais au moment où elle tendit la main, un cadavre momifié tomba soudain du plafond. Red, terrifié, se recroquevilla dans un coin, ses cris résonnant dans la grande salle vide. Bartleby, quant à elle, resta étrangement calme. Après avoir repris ses esprits, ils commencèrent à travailler dur pour remettre l'endroit en état, démolition des clôtures extérieures et grand nettoyage de l'espace. Mais lorsque vinrent les toilettes, l'ampleur de la tâche les submergea, l'endroit était dans un état épouvantable. Après plusieurs jours de travail acharné, l'école South Hammond Technical Institute prenait enfin forme. Mais avant même le jour de la rentrée, Bartleby reçut un appel de son père. Ce dernier restait sceptique quant à la véracité de l'école, particulièrement en raison des slogans creux présents sur le site, qui ne le convainquaient pas. Il insista donc pour rencontrer le directeur de l'université en personne. Bartleby tenta plusieurs fois de le dissuader, mais cela ne fit que renforcer la détermination de son père. Après avoir raccroché, Bartleby informa immédiatement tout le monde de la situation. L'urgence était maintenant de trouver quelqu'un pour jouer le rôle de directeur. C'est alors que Red pensa à son oncle, un ancien professeur respecté à l'université de Hammond, qui avait été renvoyé à cause de son caractère excentrique et vivait maintenant de maigres revenus dans une boutique de vêtements. Bartleby lui demanda de revenir à l'école pour jouer ce rôle. L'oncle refusa d'abord catégoriquement, mais un incident avec un client mécontent, qui se plaignit de lui auprès du propriétaire du magasin, le poussa à accepter finalement. En attendant, deux autres amis recrutèrent, grâce à leurs contacts dans des cours particuliers, des volontaires pour jouer le rôle des étudiants. Lorsque tout fut prêt, Bartleby accompagna ses parents dans ce campus improvisé.
En voyant l'environnement soigné et les installations modernes, même son père, habituellement très sérieux, se laissa aller à des commentaires enthousiastes, félicitant Bartleby d'avoir intégré une si bonne université. Mais dès qu'ils pénétrèrent dans le couloir de la salle de classe, un problème électrique faillit dévoiler la supercherie. Alors que l'atmosphère devenait de plus en plus tendue, la mère de Bartleby annonça soudainement qu'elle avait besoin des toilettes. Bartleby intervint rapidement, la distrayant avec des mensonges pour la conduire dans les dortoirs. Des amis déguisés en camarades de chambre accueillaient les parents chaleureusement, renforçant leur confiance. Cependant, sa sœur, plus observatrice, remarqua des détails étranges, des barreaux aux fenêtres, des liens de cuir sous les lits, des éléments qui suggéraient que l'endroit avait un autre usage. Craignant d'être démasqué, Bartleby détourna habilement la conversation, précisant que le directeur les attendait. Heureusement, ses parents ne se doutèrent de rien. Au départ, le faux directeur parla avec enthousiasme des règlements de l'école, mais au fur et à mesure, ses critiques acerbes sur l'éducation traditionnelle commencèrent à inquiéter les parents. Quand la conversation dévia dans une direction inconfortable, Bartleby intervint pour apaiser l'atmosphère, mais le directeur continua, affirmant que l'objectif de l'école était d'attirer des étudiants pour les vendre à des usines après leur diplôme. Lorsqu'elle se rendit compte qu'elle allait trop loin, elle modéra ses propos, finissant par affirmer que l'objectif de l'université était d'aider les étudiants à décrocher un bon emploi, ce qui calma les inquiétudes du père. Bartleby soupira de soulagement. Avant de quitter, ses parents lui répétèrent de ne pas négliger ses études. Mais à peine furent-ils partis que de nouveaux problèmes surgirent. Un garçon frappa à la porte, se présentant comme un nouvel étudiant. Bartleby, pensant qu'il s'était trompé d'adresse, lui conseilla d'aller à l'université de Hammond. Mais le garçon insista, affirmant que lui et plusieurs autres avaient été acceptés par cette école. Peu à peu, d'autres étudiants commencèrent à arriver, tous ayant payé des frais de scolarité, et Bartleby se sentit perdu, pris au piège. Ils étaient comme lui, rejetés par d'autres universités, et certains parents, ne se doutant de rien, étaient heureux d'envoyer leurs enfants à cette école. Bartleby se demanda comment l'école pouvait attirer autant d'étudiants, alors qu'il était le seul à connaître l'existence de l'université de Southampton. Dès qu'il eut l'occasion, Bartleby se rendit à Hammond pour rencontrer Red et comprendre ce qui se passait. Red lui expliqua qu'il avait ajouté un bouton d'admission sur le site officiel, ce qui avait attiré de nombreux étudiants, chaque parent ayant payé des frais de scolarité d'une valeur impressionnante. Red proposa à Bartleby de fuir avec l'argent, mais sa conscience ne lui permettait pas de partir ainsi. Il décida de continuer à faire vivre l'école, mais il se retrouvait face à un nouveau défi: comment gérer cette institution sans formation ni programme de cours? Les étudiants se contentaient de se divertir, en organisant des barbecues et en profitant du temps libre. Mais si cela continuait, l'école risquait de se faire remarquer. Pour comprendre comment une véritable université fonctionnait, Bartleby se rendit en secret à Hammond et fut surpris de découvrir que l'atmosphère de cette université, bien qu'elle soit pleine de jeunes talentueux, n'était pas aussi dynamique qu'il l'avait imaginé. Beaucoup d'étudiants, fatigués par la compétition, semblaient perdus, certains dormant en classe, d'autres accros aux jeux vidéo, tandis que les professeurs semblaient indifférents, utilisant même des enregistrements au lieu de dispenser des cours en direct. C'est alors que Monica lui parla, le tirant de sa torpeur. Bartleby s'approcha d'elle, prétextant qu'il venait tester les cours, et lui demanda si elle aimait ses études. Monica répondit qu'elle avait pris beaucoup de cours, mais aucun ne l'intéressait réellement. Bartleby, cherchant des conseils, consulta le professeur de Red, qui lui expliqua que l'université n'était pas une institution inaccessible, mais un service, et que sa fonction était de répondre aux besoins des étudiants. C'est en suivant les conseils de son oncle qu'il eut une révélation: il allait commencer à consulter chaque étudiant pour recueillir leur avis sur les cours. La plupart des étudiants réagirent initialement avec confusion, car ils étaient habitués à ce que les professeurs leur dictent ce qu'ils devaient apprendre. Cependant, peu à peu, les réponses commencèrent à affluer. Certains étaient passionnés par la musique rock, d'autres par les sports extrêmes, certains avaient un intérêt pour le design de mode. À travers ces échanges, Bartleby décida donc d'investir les frais de scolarité dans ce que les étudiants aimaient vraiment. Il répartit les ressources en fonction des intérêts de chacun. Glenn, passionné de gastronomie, reçut un budget pour installer une cuisine équipée. Un membre de l'équipe d'athlétisme, qui avait une passion secrète pour la sculpture, obtint le matériel nécessaire pour son art. Pour les étudiants aimant la musique, Bartleby monta une scène et installa des équipements audio. Pour ceux qui aimaient le sport, il fit aménager des infrastructures basiques.
Il encouragea les étudiants à inscrire sur le tableau ce qu'ils souhaitaient apprendre, puis donna le contrôle des cours aux étudiants eux-mêmes. Cette approche semblait laisser beaucoup de liberté, mais eut un effet inattendu, les étudiants, qui auparavant semblaient désœuvrés, commencèrent à investir beaucoup d'énergie et de passion dans leur domaine d'intérêt. Au fil du temps, les espaces vides du tableau se remplirent peu à peu. Ces cours, apparemment aléatoires, reflétaient en réalité le désir de savoir et l'enthousiasme des étudiants pour l'apprentissage. Grâce à cette méthode, Bartleby réveilla leur initiative et les aida à découvrir leur potentiel. Ce changement dans le modèle éducatif permit aux étudiants de grandir tout en poursuivant leur passion personnelle. Avec le temps, l'université de Southampton se dota d'une devise « Faites ce que vous aimez », une philosophie qui attira de plus en plus d'étudiants. Mais alors que tout semblait aller pour le mieux, le directeur de l'université de Hammond, mécontent de l'essor de Southampton, décida d'agir. Il pensait que la baisse des inscriptions à Hammond était due à la taille modeste de son école, et à son manque d'éléments symboliques comme une grande porte ou un vaste parc. Il décida donc de faire agrandir le campus, ce qui nécessiterait de racheter les bâtiments abandonnés autour de l'université. Il envoya un responsable, qui arriva d'abord à Southampton pour tenter de négocier la vente. Bartleby, n'étant pas au courant de la véritable propriété des terrains, repoussa l'offre, expliquant qu'il ne connaissait pas les propriétaires. Le responsable partit frustré, mais en quittant le campus, un étudiant mentionna accidentellement le nom de l'université sur Internet. Le responsable chercha alors et découvrit que Southampton était une université fictive. Il informa immédiatement le directeur de la découverte. Le directeur fut choqué d'apprendre que cette petite université avait attiré une popularité considérable, surpassant même celle de Hammond. Très mécontent, il décida que Bartleby devait payer pour cette audacieuse initiative. Il utilisa son influence pour que le responsable, avec les ressources de la faculté de droit, règle ce problème. C'est alors que Monica, la fille dont Bartleby était secrètement amoureux, arriva à Southampton. En rentrant à son dortoir, elle trouva un magazine de photographie et un appareil photo que Bartleby lui avait offert, sachant qu'elle aimait la photographie. Ce geste la toucha profondément, et elle décida de rendre visite à l'université. Après quelques difficultés pour la localiser, Monica finit par arriver. Bien que l'extérieur de l'université semblait chaotique, l'énergie des étudiants la frappait, ils discutaient avec enthousiasme de sujets variés. Bartleby lui fit visiter l'école, et elle remarqua en particulier l'affichage coloré des cours. Encouragée par Bartleby, Monica choisit un cours qui l'intéressait vraiment. À mesure qu'ils participaient ensemble aux activités de l'école, leur relation se renforça. Le soir, Monica assista au bal organisé par Bartleby. Sous l'effet de l'alcool, Bartleby avoua enfin son amour à Monica. À sa grande surprise, Monica lui conseilla de profiter de ses 20 secondes de folie et, en réponse, Bartleby l'embrassa avec une passion douce mais intense. Cependant, au même moment, le responsable de l'université de Hammond entra brusquement dans Southampton, accompagné d'un groupe de personnes. Red, qui était en train de discuter avec Monica, avertit immédiatement Bartleby. Conscient que la situation devenait compliquée, Bartleby saisit Monica pour partir, mais ils tombèrent nez à nez avec le responsable à la porte. En voyant son ex-petite amie avec Bartleby, le responsable s'indigna, mais il réalisa rapidement que c'était le territoire de Bartleby. Pour éviter d'humilier son image, la présidente des fraternités dut quitter précipitamment le lieu, mais avant de partir, elle actionna le système d'urgence de la salle. À la surprise générale, cela n'interrompit pas la fête, mais au contraire, cela déchaîna encore plus les participants, transformant la piste de danse en une véritable fête sous la pluie. Le bal de Southampton était désormais l'événement phare, tandis que la soirée de la fraternité perdait de son éclat. Furieuse, la présidente décida de provoquer un coup de force en envoyant sa nouvelle petite amie chercher Red pour l'amener à Southampton. Sachant que Red rêvait depuis longtemps d'entrer dans la fraternité, elle lui proposa de le faire, mais à une condition, il devait passer un test de loyauté. Red, tout excité, accepta sans hésiter l'invitation, mais ce qui allait suivre allait mettre Bartleby dans une situation délicate. Durant les jours suivants, Red disparut de la circulation, et Bartleby décida de lui rendre visite. Il fut choqué de découvrir que Red était blessé, des marques visibles sur son visage témoignant des sévices qu'elle avait subis dans la fraternité. La présidente avait non seulement menacé Red, mais aussi volé son ordinateur portable et son adresse e-mail, avant de la forcer à garder le secret sur l'existence de Southampton. Red, accablé, se trouva dans l'obligation de se ranger du côté de la présidente, face aux pressions qu'elle subissait.
Les choses s'aggravèrent lorsque la présidente, poussée par sa rancœur, pirata le site de l'université pour envoyer un message à tous les parents des étudiants, leur annonçant que Southampton n'était pas une institution légale. Les parents, inquiets, se précipitèrent à l'école, et Bartleby, pris au dépourvu, se retrouva face à une situation de crise. Au même moment, le directeur de l'université de Hamon arriva sur les lieux avec ses avocats pour déclarer que Southampton était une fausse université. En entendant ces révélations, les parents se tournèrent vers Bartleby, dont le silence semblait confirmer les accusations. Monica, choquée par les mensonges et la situation, tourna les talons, incapable d'accepter cette réalité. Mais les étudiants de Southampton, bien qu'affectés par les événements, restèrent solidaires et reconnurent que, même dans l'adversité, l'université leur avait offert un lieu où ils avaient pu exprimer leur créativité et leur potentiel. Face à cette pression, Bartleby chercha une issue légale. Il découvrit un vide juridique qui, s'il était exploité, pourrait invalider les accusations du directeur de Hamon. Il se lança donc dans une bataille pour obtenir la reconnaissance légale de Southampton, non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui croyaient en l'esprit de l'école. Le procès s'ouvrit avec l'intervention du directeur de Hamon, qui critiqua l'absence d'enseignants qualifiés à Southampton. À ce moment, Bartleby prit la parole pour défendre son université, vantant les infrastructures uniques de l'école, une cuisine, une piscine, des rampes de skate et des chambres et salles de classe modernes. Il refusa d'admettre que ces équipements étaient insuffisants, s'enorgueillissant même de la diversité et de l'originalité qu'ils apportaient. Quand il arriva à parler du programme des cours, Bartleby présenta un tableau noir, un symbole de l'inventivité des étudiants. Cependant, le juge, impressionné par le tableau mais sceptique quant à son contenu, questionna sa valeur réelle. Bartleby répondit en invitant les étudiants responsables des cours à expliquer leur importance. Chacun des étudiants parla avec passion de la manière dont leurs cours les aidaient à découvrir leur potentiel, à orienter leur vie, et à s'épanouir. Ce n'était pas juste une question de connaissances théoriques, mais d'un véritable apprentissage personnel. Quand le juge posa la question des enseignants, tous les étudiants se levèrent pour répondre qu'ils étaient eux-mêmes leurs propres enseignants, puisque les cours étaient basés sur leur passion. Le directeur de Hamon s'y opposa fermement, arguant que des enseignants qualifiés étaient nécessaires pour toute institution éducative. Bartleby se trouva dans une position difficile, mais refusa de céder. Le procès se poursuivit, et dans cette bataille juridique, Bartleby se prépara à défendre le fondement de son école, même face aux accusations et aux menaces. Cette confrontation allait peut-être changer le destin de beaucoup, mais la question demeurait, Southampton pourrait-elle survivre à cette épreuve? Dans le débat passionné de Bartleby, il exprime de plus en plus fermement sa position, répondant aux accusations du directeur et de l'université de Hamon. Ses paroles sont pleines de passion et de détermination, et il montre qu'il ne craint pas le résultat du procès, car ils ont déjà remporté la victoire à un niveau plus important. Les étudiants de l'université de Southampton ont non seulement trouvé leur direction dans la vie, mais ils ont aussi découvert leur véritable méthode d'apprentissage. Leurs efforts ne dépendent pas du cadre éducatif traditionnel, de l'argent ou du pouvoir, mais de la sensibilité de chacun à l'égard du monde et de leur engagement envers la passion. Bartleby souligne que l'éducation ne doit pas simplement être un transfert de connaissances, mais plutôt un moyen d'inspirer l'imagination et la créativité des étudiants. Il pense que l'école doit offrir aux étudiants la liberté, l'exploration et la possibilité de développer leurs propres intérêts, au lieu de les limiter par les contraintes du système éducatif traditionnel. Pour lui, la véritable essence de l'éducation réside dans le fait d'aider les étudiants à découvrir leur potentiel et à poursuivre courageusement ce qu'ils aiment. Au final, cela a été reconnu par le juge. À la fin du procès, le juge annonce que l'université de Southampton obtient une période d'essai d'1 an, marquant ainsi une première victoire pour Bartleby et les étudiants. Lorsque le marteau du juge tombe, la salle d'audience éclate en applaudissements, et Bartleby réussit à obtenir une chance de survie pour l'université de Southampton. Le campus retrouve son énergie et son dynamisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel et me motive à continuer de créer du contenu pour vous. À très bientôt pour de nouvelles aventures.